RTT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Quel est l'état de la presse togolaise aujourd'hui? L'Observatoire togolais des médias OTM livre le rapport annuel ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Et c'est aujourd'hui également que s'ouvre la semaine de la presse togolaise, une deuxième édition pour permettre au public de redécouvrir la presse et aux professionnels de réfléchir aux enjeux et défis de l'heure à découvrir dans ce journal. Et puis pour la deuxième fois, l'excellence est célébrée dans le domaine agricole. C'était à travers les Agri Awards qui ont récompensé les meilleurs projets agricoles à découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Sachez que les messages de félicitations continuent donc de parvenir au courrier arrivé de la présidence de la République à l'occasion donc de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et ces messages parviennent de plusieurs autorités et plusieurs dirigeants. D'abord, ce message du nonce apostolique au Togo. Le message est ainsi libellé. Excellence, Monsieur le Président de la République. À l'occasion de la commémoration de la fête de la République togolaise, je vous exprime mes chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de paix, de prospérité et de bien-être pour vous-même et pour vos compatriotes. Souhaitant au peuple togolais de connaître le bonheur fondé sur les valeurs humaines, morales et spirituelles, je vous assure de ma prière. J'implore Dieu sur vous et sur tous les habitants de votre pays, l'abondance de ses bénédictions, en vous rassurant de mes ferventes prières à vos nobles intentions. Je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'expression déférente de ma plus haute et distinguée considération. Signé donc le nonce apostolique au Togo, son Excellence Monseigneur Marc Maïs. Et un message parvient également au chef de l'État de la part de Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le message dit ce qui suit. Monsieur le Président, en cette journée de fête nationale, je tiens à adresser mes salutations les plus chaleureuses au peuple de la République togolaise. Ce moment extraordinaire de l'histoire nous rappelle la nécessité de travailler en toute solidarité comme une seule et même famille humaine. Il revient à chaque pays d'apporter sa contribution pour aider à relever des défis qui dépassent largement les frontières nationales, qu'il s'agisse de la pandémie de la COVID-19, de l'aggravation de la pauvreté, des inégalités et de l'injustice, de l'urgence climatique ou des conflits qui embrasent notre monde. En ce jour spécial, je sais que l'Organisation des Nations Unies peut compter sur le peuple de la République togolaise pour être à la hauteur des enjeux, œuvrer à une réalisation rapide des objectifs de développement durable et bâtir un monde meilleur, plus juste, plus pacifique pour tous les peuples. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé donc Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Des messages de félicitations également de la part du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Un message également qui émane du président de l'Inde, Ramnath Kovind, message du roi de Jordanie, Abdullah II, un message également du président du Nicaragua, des messages de félicitations également qui parviennent au chef de l'État, donc de la part du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo et du président du Parlement de la CEDEAO. Et tous donc formulent leurs félicitations, donc leurs chaleureuses félicitations au chef de l'État à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, tout en réaffirmant donc l'engagement de leur pays et institutions respectives à œuvrer aux côtés du Togo pour le développement du pays.
Je vous le disais en titre, ce 3 mai, le monde entier célèbre la liberté de la presse. Au Togo, c'est l'occasion pour présenter le rapport annuel sur l'état de la presse. Cet après-midi, l'Observatoire togolais des médias OTM n'a pas dérogé à la tradition. Comment se porte alors la presse au Togo? Les réponses dans ce reportage de Marie-Ange Bida. Mention peut mieux faire. La liberté de la presse au Togo légèrement entachée au cours des 12 derniers mois. D'une part, suspension, emprisonnement. D'autre part, atteinte à la vie privée, conflit entre organisations de presse. Une année d'immersion mise en lumière dans ce rapport 2022. Notre pays est sur une bonne voie en ce qui concerne la liberté de presse, même s'il y a quelques éléments qui viennent un peu assombrir le tableau. On espère que dans les années à venir, nous allons célébrer une journée internationale de la presse où on ne parlera plus de dérapage, où on ne parlera pas de sanctions. Aujourd'hui, 29e édition de la journée de la liberté de la presse. Le Togo fait son auto-analyse. Une pléthore de médias se partagent l'écosystème médiatique, parmi eux les médias en ligne. Devant la révolution numérique, avec l'entrée en scène de la presse en ligne, il est apparu nécessaire de faire des réajustements en vue de s'adapter à la nouvelle donne. Ainsi, la loi organique relative à la HAC et le code de la presse et de la communication du Togo ont été revus. Une presse en ligne conviée au respect des règles professionnelles. Prendre du recul, ne pas se laisser aller à la sensation. Des principes qui doivent guider les démarches du journaliste. Le journaliste, il recoupe, il vérifie, il contextualise, il date. Malheureusement, avec le numérique, tous ces fondamentaux sont constamment en péril. Donc, placer cette journée sous le thème de l'emprise du numérique me semble très intéressant parce qu'il nous permet de revenir ou de marquer un arrêt pour nous interroger sur ce que nous faisons de cet outil fondamental, cet outil magnifique qu'est le numérique. Liberté de la presse, oui, mais pas de dérive. La liberté de la presse est une déclinaison de la liberté d'expression, qui elle-même est une liberté d'opinion, mais ce n'est certainement pas une liberté de propos. La démocratie de la presse est basée sur deux éléments. La liberté d'opinion, c'est vrai, mais la responsabilité du propos. Vous verrez que tout est en nuance. Dans la manière dont vous formulez un constat, une analyse, peut découler une sanction ou des applaudissements. À la lumière de ce rapport, la presse togolaise a encore du chemin à faire pour plus de liberté. À cet effet, des recommandations sont faites aux différents acteurs. Il faut préciser que la plupart Et belle coïncidence, c'est ce mardi également que s'ouvre la semaine de la presse togolaise, la 2e édition organisée par le Conseil national des patrons de presse, CONAP, qui sera donc l'occasion de réfléchir sur l'état de la presse togolaise, justement, les enjeux et défis de l'heure, ainsi que la responsabilité sociale de des membres de cette corporation. Une semaine d'intenses activités en perspective, comme nous le fait découvrir Ramdan Bassina. Le rôle du journaliste au sein de sa société, comment bien faire son travail, ce sont là des questions au cœur de la 2e édition de la semaine de la presse togolaise. Pour le CONAP, il faut d'abord diagnostiquer les maux qui minent le secteur et réfléchir sur le mieux-être des professionnels des médias. Nous avons démarré la première activité qui est une table ronde qui rassemble les médias, les organisations professionnelles, le ministère de la communication, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'OTM, autour d'une table ronde où nous allons passer au peigne fin, ce qui sous-tend les diverses sanctions que certains confrères écopent et voir qu'est-ce que la presse peut faire pour corriger et éviter d'avoir de ces sanctions. Il s'agit également pour nous aujourd'hui d'orienter ou de donner une nouvelle vision à nos travaux, puisque la professionnalisation dont nous parlons, elle est attendue au niveau de nos lecteurs, au niveau de ceux qui nous suivent à la télé, au niveau de ceux qui nous écoutent. Entre formation, sensibilisation, partage d'expérience, c'est une semaine bien remplie pour les journalistes. Eux aussi ont à cœur, à travers émissions radio, télé et articles de presse, consolider la paix sociale et le vivre ensemble.
nous avons dorénavant un nouveau code qui va rentrer en vigueur en janvier 2023. Et ce code nous impose beaucoup de choses, dont une mutation de l'informel où nous sommes aujourd'hui pour devenir de véritables sociétés. Nos pays aujourd'hui sont secoués par le phénomène de djihadisme, de terrorisme et de l'extrémisme violent. Et la presse a un rôle très important à jouer. Il ne s'agit pas de croiser les doigts et attendre que le combat contre le terrorisme incombe seulement qu'à nos dirigeants ou aux forces de défense et de sécurité. Aux côtés des journalistes, la HAC et l'OTM apportent leur expertise. Effet du calendrier, cette semaine de la presse togolaise coïncide avec la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée qui vient nourrir les réflexions des patrons de presse. Tournée de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'était pour la restitution des résultats de l'évaluation des comités entreprises à Kara. C'est un exercice dont l'intérêt est d'encourager les entreprises performantes en matière de prévention des risques professionnels et d'aiguillonner les mauvais élèves pour qu'ils s'améliorent. Nestor Mozo à Kara a accompagné la délégation de la CNSS au SOS Village d'enfants et à l'université de Kara. Voici son reportage. Le Code du travail fait obligation à toutes les entreprises installées sur le territoire national de mettre en place en leur sein des comités sécurité santé au travail CSTT. Certaines l'ont fait, mais d'autres pas encore. Celles qui ont obtempéré ont été sélectionnées par la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, pour une évaluation de la fonctionnalité et des performances de ces CSTT. À Kara, le SOS Village d'enfants et l'université font partie des structures retenues pour cet exercice. Une fiche leur avait été renvoyée pour être renseignée. Aujourd'hui, c'est la phase de restitution des résultats. Le SOS Village d'enfants et l'université ont décelé là où ils ont failli. Nous avons été évalués sur 17 points. Le côté fonctionnement du comité n'a pas marché. Et du coup, c'est sur ces points-là que l'accent a été vraiment mis pour que prochainement on puisse mieux faire. On ne peut pas dire qu'on a atteint tous les objectifs fixés, mais quand même, on a atteint certains objectifs. Durant son mandat, le comité a travaillé en termes de sensibilisation des travailleurs de l'université, en termes de formation aussi, contre les risques professionnels, mais également de secourisme. Et le comité a acquis des extincteurs pour prévenir les incendies. Le comité sécurité santé au travail est un organe consultatif essentiel dans la prévention des risques professionnels, en ce sens qu'il permet de cultiver la sécurité et la santé au quotidien. C'est pour nous l'occasion d'en appeler aux entreprises qui n'ont pas encore mis en place ce comité de le faire et en voulant le faire, de se rapprocher de l'inspection du travail et de la Caisse nationale de sécurité sociale pour sa mise en place effective conformément aux tests en vigueur. La mission de restitution des résultats de l'évaluation de la fonctionnalité et des performances des CSTT est à mettre au registre des activités marquant la 26e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Et la 34e Assemblée générale élective de l'ATBEF s'est ouverte ce matin à Lomé. Une occasion pour l'association de faire le bilan de ses activités et élire également un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. Les membres et partenaires de l'association se sont réunis autour du thème de la résilience et de l'innovation pour un accès plus élargi des populations aux services de santé sexuelle et de reproduction. Lorraine Peto, Abilenia Zingbe, pour le compte-rendu. Une projection qui retrace les 3 ans des activités de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBEF. L'association s'évalue pour mieux poser de nouveaux jalons pour les exercices à venir. Notre force était déjà la cohésion d'équipe. En plus de cela, on était convaincus de ce que nous étions en train de faire. Nous avons eu à inaugurer le bloc opératoire de l'association à coût de millions. Nous avons eu aussi à inaugurer le premier bâtiment de l'ATBEF sur le territoire togolais, et ce n'est pas négligé, c'est l'antenne Grand Nord, un joyau qui nous a coûté plus de 80 millions et c'est sur fonds propres de l'association. Cette réunion, une occasion pour l'ATBEF de renouveler ses instances de direction. Le bureau
est appelé à maintenir la qualité du management. Le plus grand défi, c'est les ressources qu'il faut vraiment aller chercher parce que les ressources sont de plus en plus rares et les besoins sont de plus en plus croissants. L'association aujourd'hui, dans une optique de pérennisation des ressources, dont nous devons nous-mêmes créer, nous devons nous-mêmes faire des travaux pour avoir de la ressource, pour pouvoir continuer toujours de servir les populations. Avec ses partenaires, la TBF vient en aide aux adolescents, jeunes, femmes et hommes, en leur facilitant l'accès aux services SSR, soins de suite et de réadaptation. Le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat élargit donc la liste de ses partenaires dans l'exécution de ses projets prioritaires. Il vient de signer un accord avec l'ONG Action pour le secours et le développement en Afrique de l'Ouest. Le compte rendu avec Victoire Kaliwa, Solange Amandé et Clarisse Attikley. Construction et réhabilitation de bâtiments scolaires et administratifs, installation de points d'eau et de sanitaires, équipement de centres de formation, autant de bénéfices que le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat va tirer de son partenariat avec l'ASDAO. L'engagement est scellé et ici matérialisé. Nous intervenons au Bénin, au Burkina Faso et au Ghana. Et aujourd'hui, il y a une exigence de nos partenaires qui consiste à travailler avec l'État, à travailler avec les gouvernements, avec l'ONG et les mairies. Et cela permet d'avoir la traçabilité des financements. Et aujourd'hui, nous avons sollicité auprès du ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat pour qu'on voit ensemble dans quelle mesure nous pouvons apporter notre contribution donc, au développement donc, de ce ministère. La grande moisson a besoin de plus d'ouvriers. L'autorité étatique, ici signataire, se réjouit de la disponibilité de son partenaire. L'entente entre eux permettra d'accroître l'envergure et la cohérence des actions pour des résultats. Aux appuis multiformes annoncés dans l'accord qui vient d'être scellé et qui vont connaître un début de concrétisation dans un court délai, certainement permettront avec le bloc des chantiers déjà en cours au META à ces ambitions de prendre corps pour l'amélioration de plus en plus des conditions d'enseignement, de formation et d'apprentissage et de meilleure performance du système ETFP. L'ONG ASDAO intervient dans l'éducation, la santé et l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Les maires de Lomé sont en formation depuis ce matin à Lomé. Ils découvrent la politique verte du ministère de l'Environnement qui veut ainsi impliquer davantage les communes dans la question de la résilience au changement climatique et ceci au niveau national. Les précisions avec Marie-Thérèse Nabédé et Ulrich Amiga. Les maires issus des communes de Lomé approfondissent leurs connaissances sur l'approbation des contributions déterminées du Togo dans la lutte contre les changements climatiques. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières veut à travers cette session amener les élus locaux à jouer davantage leur partition sur cette problématique. La protection de l'environnement est une action de proximité. Donc nous nous sommes dit que pour que ce défi soit relevé et que la prochaine COP27 le Togo puisse dire qu'il a pu réaliser ce qu'il a dit, il est nécessaire que nous nous entretenions avec les maires et les représentants des collectivités locales pour que chacun agisse à son niveau en tenant compte des engagements qui ont été pris. À cette session, les grandes lignes des engagements climatiques du Togo, leur lien avec les objectifs de développement local et durable dans le cadre de la mise en œuvre des contributions déterminées nationales révisées seront abordés. Il y a un certain nombre d'initiatives que le Togo a mis en œuvre au travers de sa feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et selon les secteurs qui sont couverts par ces initiatives, nous allons présenter ces initiatives-là aux maires pour que, à l'exécution sur le terrain, avec leur proximité avec les populations, qu'ils sachent ce qu'il en est. Les contributions déterminées des nations sont un ensemble d'engagements pris par les États à l'occasion de l'accord de Paris sur les changements climatiques.
Direction Kara, présent où la brigade de recherche et d'investigation de la ville vient de mettre la main sur des présumés braqueurs et voleurs de motos. Ils sont 5 individus, 3 Togolais et 2 Béninois. Le récit des faits avec le commandant de la BRI de Kara. Il s'agit d'un nommé Abdoul Mama de nationalité béninoise, Mama Majidou de nationalité béninoise, Kola Papa de nationalité togolaise, Abalo Anna de nationalité togolaise et Féou Esso de nationalité togolaise. En effet, suite à plusieurs plaintes enregistrées à notre unité, une opération de filature d'un ancien voleur de moto est récemment libéré de prison civile de Kara après 4 années de prison, a permis de surprendre cet individu suspect en flagrant délit. Il venait juste de voler et arracher la plaque d'une moto sous la surveillance discrète de la police. Il s'agit du nommé Abdoul Mama, interpellé à quelques mètres du lieu de vol et interrogé dans nos locaux. Il nous déclare qu'il est à son 7e vol de moto depuis sa sortie de prison le 23 mars dernier. Suite à ces aveux, 4 autres membres de son réseau ont été interpellés. Leur mode opératoire consiste à aller sur les parkings, identifier de nouvelles motos. Une fois une moto identifiée, le premier acteur passe et débloque le contact de la moto à l'aide d'une clé qu'ils appellent clé passe-partout, fabriquée au Bénin. Et par la suite, le deuxième acteur passe et prend la moto, l'emporte comme si elle l'appartenait. Voilà donc les faits. Ces présumés braqueurs et voleurs de motos seront donc présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. L'actualité hors de nos frontières est marquée par ce nouvel épisode dans le bras de fer entre Paris et Bamako. La junte malienne a dénoncé hier les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Une dénonciation sur fond de rupture. Le gouvernement de transition malien a annoncé lundi qu'elle rompait ses accords de défense avec la France, condamnant les violations flagrantes de sa souveraineté nationale par les troupes françaises sur place. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le Mali dénonce le traité de coopération en matière de défense signé avec le gouvernement français en 2014. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. Cette décision intervient dans un contexte d'escalade des tensions entre les deux pays, dont le dernier épisode remonte à 1 semaine lorsque les autorités maliennes ont accusé l'armée française d'espionnage et de subversion. Après Dakar, le secrétaire général de l'ONU est depuis hier lundi à Niamey au Niger. Une autre étape de sa tournée qui a permis à Antonio Guterres de se rendre compte de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut non loin de la frontière avec le Mali. Et pour lui, il faudra investir à fond pour aider l'armée nigérienne. Après le Sénégal, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était au Niger lundi dans le cadre de sa tournée africaine. À Niamey, la capitale nigérienne, le chef de l'ONU a affirmé que la communauté internationale doit investir à fond pour aider l'armée du Niger à combattre les groupes djihadistes. Aujourd'hui, je crois que, en regardant la performance remarquable de l'armée du Niger, la communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger, du point de vue financier, du point de vue des équipements, du point de vue des aspects d'entraînement. Et vous pouvez compter sur moi, Monsieur le Président, pour faire ce plaidoyer à vos côtés.
Le président nigérien Mohamed Bazoum a pour sa part indiqué avoir discuté avec le chef de l'ONU de la nouvelle perception de la coopération entre le Niger, les Nations Unies et ses autres partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Alors que les attaques terroristes continuent d'augmenter dans le Sahel et s'étendre vers les États du Golfe de Guinée, la communauté internationale doit réaliser que ce n'est plus seulement une question régionale ou africaine, mais bien une menace globale. Une menace globale pesant sur la paix et la stabilité de l'ensemble du Sahel et qui, selon le secrétaire général, représente une priorité absolue pour l'ONU. Direction à présent la République démocratique du Congo, où les productions agricoles ont subi une réelle augmentation ces derniers mois. Et le secret des producteurs congolais pourrait surprendre plus d'un. Il s'agit de l'urine humaine. Regardez. Chacha est un village situé en territoire de Massissi, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici, l'agriculture demeure l'une des principales activités de la population locale, mais les terres deviennent de moins en moins arables, ce qui n'était pas le cas avant. Conséquence, la production baisse et ne suffit plus à couvrir les besoins alimentaires des locaux. Pour faire face à cette problématique, plusieurs propriétaires de champs achètent de l'urine humaine à des habitants et l'utilisent comme engrais. Nous installons d'abord des plates-bandes. Nous pulvérisons ensuite de l'urine qui, après avoir été conservée pendant un mois, a la capacité de tuer n'importe quel insecte qui pourrait attaquer la plante. Nous mettons ensuite les semences dans la terre et nous procédons à une seconde pulvérisation. C'est une méthode qui marche très bien. Grâce à elle, la production dans nos champs est repartie à la hausse. Et ce ne sont pas les agriculteurs de la région de Chacha qui diront le contraire. Susanna, par exemple, a adhéré à cette pratique et elle ne le regrette pas, car elle voit elle aussi sa production augmenter. Avant, lors de la récolte, mon champ produisait 2,5 sacs de haricots. Lors de la dernière récolte, je n'en ai même eu qu'un seul. Alors je me suis décidée à appliquer cette alternative d'engrais à base d'urine humaine et ça va déjà mieux. Si pour les agriculteurs, cette pratique permet d'accroître la productivité, pour les jeunes de Chacha, elle est aussi un moyen de se faire un peu d'argent. Mes amis et moi avons été sensibilisés par certains membres de l'ONG ADPDH pour les droits humains. Ils nous ont sollicités afin qu'on leur fournisse des bidons d'urine pour permettre de fertiliser les champs. Pour 20 litres d'urine, nous recevons 12 000 francs congolais, soit 6 $ américains. Et le prix de l'urine humaine pourrait grimper car les agriculteurs en manque d'engrais organiques recourent de plus en plus à cette méthode et la demande explose. Et au plan national, le Centre africain pour la promotion économique et les affaires récompense les meilleurs projets agricoles qui, peut-être, eux, n'ont pas encore commencé par utiliser l'urine humaine, honorant l'entrepreneur agricole togolais pour un développement durable. C'est le thème retenu pour cette deuxième édition des Agri Awards. Les détails dans ce reportage signé Honorine Amouzouvi et Christine Pechekialodé. Atewe Safiou, sacré meilleur entrepreneur. Atali, lui, est le plus méritant des éleveurs du programme Agri Award 2022. Pour être premier, il faut avoir cette année, il faut lutter pour faire 100 hectares soja, 100 hectares de maïs et 50 hectares de manioc et un plus d'igname. Il faut lutter pour être meilleur. C'est le prix de meilleur éleveur que nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui. Je ne dirais pas chance, je dirais même que nous l'avons mérité également. Le Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires encourage également l'innovation et l'invention, comme la spécialiste en médecine nutritionnelle. Promoteur de la marque Champizo Made in Togo, il est qualifié meilleur innovateur. Nous recevons cette nomination pour être meilleur innovateur ou bien meilleure innovation de l'année. Ce n'est pas du hasard. Lorsque nous parlons de la nutrition, le roi de l'aliment, nous l'appelons évidemment, ce sont des champignons. Et donc c'est ces vertus de champignons que moi j'ai décidé de faire promouvoir sur le plan national dans la sous-région et un peu partout en Afrique.
Le centre mise sur plusieurs critères. L'accent est surtout mis sur la qualité et la quantité de la production. Les gens font du travail et qu'il est important de les récompenser. Les critères pour être meilleur entrepreneur agricole, par exemple, par rapport à la superficie que vous emblavez, le marché que vous avez, la qualité, la capacité à nourrir les 8 millions que nous sommes, lorsque vous arrivez à remplir ces critères-là, on peut vous considérer comme meilleur entrepreneur agricole. Agro Award est à sa 2e édition. Le promoteur compte l'étendre aux autres entrepreneurs sur l'étendue du territoire national. Et pour terminer, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mardi 3 mai. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 995. 2 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 702. 5 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 20 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et voilà, donc, c'est sur ce communiqué, donc cette situation de la pandémie au nouveau coronavirus que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.